savez que toutes les spécialités, aujourd'hui, en médecine, voient la part chirurgicale diminuer, la part médicale augmenter, et on va avoir dans les années futures des bascules complètes. Je laisse la parole. Merci, mon cher Philippe. Bonjour à tous, ça fait plaisir de se retrouver toujours en famille, avec des visages connus, et puis des jeunes visages. Flatté de voir que notre médecine morphologique et anti-âge se porte de plus en mieux. Et donc, je suis heureux d'être convié à cette discussion autour de l'esthétique du visage. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on pratique des injections de produits de comblement, on fait face à deux types d'actes. Il y a des actes qui vont simplement restaurer les stigmates de vieillissement. On perd du volume à tel endroit et on va chercher à recréer le volume perdu. On s'assure ainsi des résultats très souvent extrêmement naturels. Mais il y a un autre type d'acte, et on voit bien avec les discussions qui ont précédé, auxquelles nous sommes exposés, où il s'agit de tenter une modification d'un volume qui n'existait pas, d'en créer donc un nouveau. Et donc, on va modifier l'apparence du sujet. Pas simplement le rajeunir, mais le modifier. Bien entendu, dans un but esthétique. Mais évidemment, en ce qui concerne le nez, qui appartient à la proface qui est la partie cognitive de notre visage, originaire du prosencéphale, qui est la façon dont on a notre rapport à l'autre. Et particulièrement le nez, on touche ici un domaine ultra sensible. Toucher au nez, c'est toucher à des choses très profondes chez les individus, et particulièrement le nez. On appelle profiloplastie nasale tout simplement le fait de recréer du volume le long de l'arête nasale dans le but d'en modifier l'apparence, bien entendu dans un but esthétique. Alors avant de procéder à ce type d'acte, pour la petite histoire, voilà comment ça s'est passé. Je suis allé il y a quelques semaines chez notre cher professeur Philippe Kex, que je profite de l'occasion pour le remercier à nouveau, pour ouvrir la porte aux médecins morphologues et anti-âge que nous sommes, pour avoir la chance incroyable, qui n'existait pas jusqu'à présent, de pouvoir aller dans un laboratoire d'anatomie, de travailler dans ce laboratoire d'anatomie. Avant, c'était chasse gardée pour toutes les autres spécialités. Et j'aimerais qu'on applaudisse encore pour tout ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et donc, en allant faire un travail notamment sur le footlifting qu'on verra ensemble tout à l'heure, je suis allé dans son bureau où il m'a dit Eric, tu viens, tu travailles, tu prends tout ce que tu as à apprendre, etc. Et alors, je dis un peu honteusement, j'ai fouiné partout. Et je tombe sur un mémoire de Gilles Dezay, qui est d'ailleurs ici aujourd'hui, un mémoire qu'il a fait sur une patte qui lui sert de morphine manuelle. Et je dis, mais alors là, c'est une pépite d'or, c'est un truc incroyable. Ce Gilles Dezay est un génie. Et vous allez voir pourquoi. Les deux techniques ont une chose en commun, c'est que dans les deux cas, on va chercher à créer du volume. Donc ça fait tilt. Nous, on veut créer du volume avec des injections, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de créer ce volume avant avec un morphine manuel, qui a l'avantage par rapport à tous les morphines que l'on voit avec l'ordinateur de n'être pas un morphine virtuel. Il s'agit d'un vrai morphine réel. La patiente va pouvoir se regarder et donc elle va pouvoir aussi avoir ses propres mimiques dans le miroir. Et vous savez que la beauté, c'est d'abord l'émotion qui passe par les mimiques, par l'expression. C'est pour ça qu'on ne fiche pas les botox. La botox figée, c'est un botox où on a l'air d'être mort. Alors que si le sourcil continue de contracter, alors on fait passer une émotion et là on est beau, on est belle plutôt. Donc l'intérêt d'utiliser un morphine manuel qui va se faire en 2 minutes, mais 10 coups de pied, pour moi, à tous les morphines par ordinateur, très coûteux, et qui n'ont pas un grand intérêt. L'autre intérêt du morphine, c'est qu'on va pouvoir aussi le prendre en photo, car ce qui compte dans la proface, ce n'est pas tant simplement l'aspect que va avoir, disons, l'émotion que va avoir la patiente à s'observer dans le miroir, mais ça va être aussi la façon dont l'autre va nous regarder, dont l'autre va la regarder.
Et ça, c'est une notion qui est aussi fondamentale pour elle. Alors, comme tout prérequis indispensable à un geste d'injection, provoquons quelques données anatomiques. Donc, le nez, de manière générale, occupe 1/5 de la largeur totale de la face et 1/3 de sa hauteur. Il y a des différences ethniques. Il faut bien comprendre qu'un nez africain est de hauteur plus courte qu'un nez caucasien. Il est également plus large. Et la largeur des narines également réduit du type africain jusqu'au type caucasien. Donc ce sont des critères, si vous voulez, que l'on retrouve en général. On essaie toujours, nous autres médecins, on a besoin de codifier les choses, de rendre les choses assez simples, assez systématiques, mais ça reste quand même un petit peu subjectif. Il faut toujours laisser une part importante à l'émotion qui est suscitée lorsqu'on regarde un visage. Donc des notions importantes aussi en ce qui concerne la place qu'occupe le nez de manière tridimensionnelle dans le visage, avec des angles habituellement retrouvés chez le sujet caucasien. Ici, l'angle harmonieux de Holdaway qui nous permet, si on trace une ligne entre la racine du nez et la pointe du menton, et le bord supérieur de la lèvre, d'avoir cette petite projection en avant de la lèvre supérieure qui est très minime, qui fait que 10 degrés, et qui rajoute ce petit plus. Et puis nous connaissons bien entendu ces notions d'angle frontonasal et nasolabial, comme ici, avec chez l'homme une ouverture de 90 à 95 degrés au niveau de l'angle nasolabial et 115 à 20 degrés pour l'angle nasofrontal et de manière plus ouverte chez la femme. Alors, bien entendu, rappelons aussi que le nez c'est surtout un peu d'os, mais beaucoup de cartilage. Vous trouverez l'anatomie du nez dans tous les livres, c'est fort bien expliqué, donc beaucoup de cartilage, peu d'os. Les muscles procès qui recouvrent le muscle procérus avec ici toujours la même erreur reproduite dans le subglotal. Le procérus c'est un muscle digastrique qui est fait de deux parties qui s'insèrent sur la face latérale de l'os du nez et pas uniquement au milieu comme c'est représenté ici. Bon, le muscle transverse du nez, bien entendu, le muscle releveur de l'aile du nez, et puis bien entendu ce petit muscle, le muscle multiforme, ici la vascularisation artérielle, donc on voit ici l'artère angulaire, ici l'artère alaire supérieure, ici l'artère de la sous-cloison, ici la coronaire, puis la veine angulaire, satellite de l'artère dans un trajet plus superficiel et plus en dehors. L'innervation prise qui est assurée évidemment pour tous les muscles poussiers du visage par le nerf facial et 7 et l'innervation sensitive. Donc la phase cognitive, le 5.1, origine prosencéphale. La phase de rapport à l'autre, c'est une donnée importante. Le nez, c'est la façon dont on sent le monde, en fait. Et donc le 5.1 pour la partie médiale du nez, le 5.2 pour les ailes du nez. Donc voilà un premier cas clinique, vous allez en voir 3, où on a tenté d'expliquer ce que c'est que ce gland fini. Alors ne rêvez pas, la pâte C, c'est du carambar. Et pas n'importe lequel. La pâte C, c'est du carambar. Moi j'ai retenu 2 arômes qui se malaxent fortement bien, le goût framboise et le goût orange. Gilles Lezé, tout à l'heure, vous parlera d'autres mélanges. Mais avec ces 2 petits trucs à 10 centimes, vous en coupez un quart, vous les pétrissez dans votre main, vous les malaxez et vous allez obtenir une pâte fantastique qui va vous permettre de réaliser un morphine manuel de très haute qualité. Alors vous n'êtes pas forcément obligé de dire à vos patients que c'est du carambar. Moi personnellement je le dis parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de patients bien cortiqués qui comprennent tout l'intérêt du morphine préalable. Et alors c'est un truc extraordinaire parce que c'est un moment rare que l'on passe avec ces patients que de pouvoir déposer de la pâte sur leur visage et de sculpter leur arête du nez. On va pouvoir sculpter. On a tous rêvé d'être sculpteur. Gilles Dezé qui a inventé cette pâte m'a dit tout à l'heure, mais moi mon deuxième métier, je suis sculpteur. Et donc voilà comment s'applique la pâte. Vous déposez un tout petit peu de pâte comme ça. Ensuite vous allez retirer vos gants, vous allez les passer sous l'eau, vous allez garder le doigt humide et vous allez pouvoir lisser avec votre doigt humide et faire un morphine. Alors vous voyez, ça se passe tout à fait comme ça, la pâte elle adhère à la peau, elle est souple, elle est élastique. Il avait déjà passé en revue toutes les pâtes à modeler. Alors les pâtes à modeler, elles ont des défauts, elles ne collent pas sur la peau, ou alors elles se délitent en petits grains. Il a passé en revue les pâtes des thanatopracteurs, c'est trop rigide. Donc il avait éliminé tout ça, il a finalement trouvé ce truc génial. C'est pour ça que Gilles Dezé, je le dis haut et fort, est un génie. Il vous l'expliquera tout à l'heure. Donc une fois que vous avez réalisé, alors l'autre intérêt, c'est qu'en tant que praticien,
vous allez recréer le volume et donc vous allez avoir une idée assez fiable, non seulement de la quantité d'acide hyaluronique à délivrer à cet endroit, mais également de l'endroit précis où il faudra renforcer davantage. Et on peut même relever l'aile du nez. On met une petite butée, cette butée que les chirurgiens mettent quelquefois dans les rhinoplasties, que nous faisons avec une injection dermique stricte, qui va renforcer, rigidifier un peu le derme pour remonter l'avant du nez. Et là, vous maquillez avec un tout petit peu de fond de teint, vous donnez un miroir à la patiente, elle s'observe, elle se regarde. C'est un moment très particulier, prenez du temps pour ça, regardez, observez bien la patiente à ce moment-là. Ensuite, vous la prendrez en photo. Vous la prenez en photo, vous la regardez longuement, et souvent de ce fait, elle se regarde, elle s'admire, et là vous lui dites, est-ce que c'est ça qui vous plairait? Ah bah je voudrais un nez, un nez trop droit comme ça c'est bizarre. Ah ouais, vous pouvez faire ça, docteur? Ben oui, on va faire ça, et comment? Comment on va faire ça? Si ça vous plaît, c'est ça qu'on fait, on le fait tout de suite. Donc là, vous recueillez son consentement, et là, vous donnez toute la valeur au consentement éclairé. Éclairé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez montrer ce que vous allez faire, vous allez vous engager. Donc voilà le morphing avec ses photos, et là, on passe à l'acte. Mais nous, on sait parce qu'on a déjà mis la pâte. Donc le geste, pour nous, est beaucoup plus facile. Il suffit de prendre sa seringue et de recréer avec la seringue exactement le volume que vous allez créer. Et on peut le faire en direct. Pour ce qui est de l'angle frontonasal, les deux voies d'abord, une voie d'abord, on va dire supérieure, une voie d'abord inférieure, se complètent agréablement. Bien souvent, se contenter d'une seule voie d'abord rend un peu plus délicat l'acte. On a souvent du mal à placer correctement le produit. Donc, piquer comme je le fais par ici et par le haut du visage, c'est quelque chose d'important à combiner au niveau à cet endroit-là. Et l'acide hyaluronique, de par sa souplesse élastique, se modèle aussi très bien, quasiment comme la pâte manuelle. On en met très peu. On regarde ce qu'il fait. Alors, c'est toujours une zone un peu sensible en nasolabial. On peut éventuellement faire une petite anesthésie. Et voilà le morphine qui est fait en 5 minutes. Vous la prenez en photo et vous comparez et vous dites, ben voilà, on y est presque. Est-ce que c'est ça qui vous plaisait? Donc ici, c'est une personne qui n'avait jusqu'à présent jamais bénéficié d'un acte de chirurgie du nez. Et bien entendu, elle me dit après qu'elle rêvait de se faire toucher le nez, rectifier le nez, mais elle n'avait jamais osé le faire, elle avait peur que ça soit raté. Donc voilà votre morphine qui est fait. Dans les deux cas cliniques suivants, vous allez voir comment on peut même récupérer des effets indésirables sur des rhinoplasties. Donc voilà. Alors, au niveau de la conduite à tenir, revoyez vos patients au bout de 3 semaines. Il y a souvent besoin de faire une petite correction qui se fait avec quelques gouttes d'acide hyaluronique aux endroits déjà traités. Vous avez une tenue qui a à peu près avoisine une année. Ici, j'ai travaillé avec un acide hyaluronique de chez Allergan, le Surgiderm 30, qui est un produit phare que j'adore. Je n'ai pas d'action chez eux, donc je dis ce que je pense. Oui, c'est bien réticulé et puis monophasique. Deuxième cas clinique, voici une patiente qui a bénéficié d'une rhinoplastie avec ici une fracture de son cartilage. Alors elle a une bosse sur le nez qu'elle n'avait pas avant, mais m'avait-elle dit. Puis chaque fois qu'elle parle, elle a carrément la pointe du nez qui rentre en dedans. Donc elle a une fracture du cartilage comme ça. Donc c'est pareil, pas très heureuse, pas très bien dans sa peau. Et tiens, et si on faisait un morphine, on va faire un petit morphine du nez, on va voir un peu ce qu'on peut trouver, est-ce que ça vous plairait? Donc je vous ai prononcé des F. Quand on dit F, ça attirait la pointe du nez vers le bas. Donc là, il s'agit de retravailler toute l'arête de la pointe du nez, depuis l'angle nasolabial jusqu'en haut des grands cartilages anaires. Et puis rajouter un petit peu de pâte également au niveau de l'angle frontonasal pour rectifier ce nez. Donc le morphine, je le fais souvent devant la glace avec la patiente. Je ne le fais pas parfait parce que le morphine doit rester un morphine, ça doit rester quelque chose de pas tout à fait naturel, mais simplement pour qu'on voit bien sur les clichés le niveau de correction que l'on peut obtenir sans aller dans quelque chose de parfait. Il ne s'agit pas de faire de morphine quelque chose qui va totalement remplacer notre reste. Donc on maquille un petit peu et on prend en photo.
Là, voici le morphine. Donc c'est ça qu'elle regarde, c'est ça qu'elle observe. Et là, à ce moment-là, ok, ça me plaît. Alors là, j'avais fait une petite anesthésie locale. Très honnêtement, là, j'ai rien endormi du tout. J'ai endormi que le filtrum. C'était plus psychologique qu'autre chose. Parce que je savais que de toute façon, j'allais piquer qu'une seule fois pour rectifier l'angle nasolabial. Et que j'allais piquer aussi une fois pour lui faire l'anesthésie. Donc ça revenait un peu au même. Mais psychologiquement, ça l'avait un petit peu rassuré. Aujourd'hui, on a même des acides hyaluroniques qui contiennent de la lidocaïne, qui sont franchement très bien utilisés. Donc cette voie d'abord supérieure, elle est, à mon avis, tout aussi importante que la voie inférieure, et je pense qu'il faut combiner les deux voies d'abord pour travailler correctement cette zone ici. Donc on travaille doucement. Là, elle s'observait parce que j'avais mis le pied de caméra sur le lit d'examen, avec la caméra tournée vers elle et avec le petit écran tourné également vers elle. Donc elle pouvait tout à fait voir le geste en même temps. Ça ne la gênait pas, au contraire, ça lui donnait un petit peu de sécurité. Je lui montrais que j'essayais d'être le moins sanglant possible. Donc voilà, je pince ici mes ailes du nez. Je suis strictement dermique. Je ne vais pas en profondeur. Je suis simplement, en ayant pincé l'aile du nez, vous voyez, de profil, j'ai une ligne droite que j'injecte en rétrotraçant. Je ne cherche pas à aller faire une butée au fond. On rigidifie le derme avec l'acide hyaluronique, ce qui suffit largement à remonter l'aile du nez. Et vous continuez votre trajet jusqu'en haut des cartilages. Donc vous allez avant, vous allez voir l'après. Voilà ce qu'on obtient tout de suite après. Donc de face, vous voyez qu'on ne modifie pas beaucoup, et de profil, on a un nez qui est plus rectiligne, voilà. Et même lorsqu'elle parle, on n'a plus cette projection en dedans de la pointe du nez. Et vous obtenez vraiment ce qu'avait donné le morphine ici. Une fois par an, en moyenne. Troisième cas clinique, alors c'est une rhinoplastie faite par un confrère lyonnais qui est parti ensuite par un confrère chirurgien qui a une grande renommée, qui est parti à Genève il y a quelques années et qui avait fait une rhinoplastie qui, vous voyez, c'est compliqué, une résorption cartilagineuse, surtout pour un des bords du nez. Il avait conservé une partie des cartilages à l'air, mais la résection de la partie supérieure des cartilages à l'air était importante avec un défect du côté droit. Donc petit morphine à la pâte manuelle, ça coûte 5 centimes, ça prend 2 minutes et c'est incroyable en termes de résultats. Et pour une fois qu'on a un truc qui ne coûte pas cher chez nous, en plus on n'a jamais vu d'allergie alimentaire sur la peau avec en ayant mangé du carambar. Donc c'est une pâte extraordinaire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agrément CE à avoir, il n'y a pas d'études à faire là-dessus, c'est top et puis c'est tout. Donc votre doigt est humide et vous lissez, la pâte adhère fortement à la peau, vous lissez tranquillement par petites touches. Vous pouvez enlever un petit peu de pâte, vous pouvez en rajouter. Vous maquillez. Donc moi j'utilise par exemple le fond de teint de chez La Roche-Posay, ils ont un fond de teint fluide qui est très sympa. Voilà, donc la partie où je prends la photo. Elle s'est bien entendu longuement observée au miroir avant. On retravaille, on rediscute ensemble. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que cette ligne-là n'est pas un peu trop rectiligne? Est-ce que vous voulez pas que je rajoute davantage de produits? Est-ce que l'angle nasolabial vous convient? Elle décide avec vous. Et là, on passe à l'acte. Alors ici, il faut faire attention quand vous allez sur les bords, sur les ailes du nez, parce qu'il y a un réseau artériel un peu plus fourni. Sur l'arête du nez, vous avez vu, il n'y a pas grand-chose à craindre. En revanche, sur les bords du nez, n'allez pas trop profond, restez dermique. L'acide hyaluronique, de par sa rigidité, dans le cas de chirurgie 30, et de son injection strictement dermique, vous permettra de
de créer le volume nécessaire, de retendre les tissus sur le cartilage. Ça s'égrate un tout petit peu au point de ponction, mais c'est vraiment pas méchant. Et vous pouvez ainsi remodeler. Donc ici, ce que j'ai voulu faire, c'était redonner une arête un peu plus fine au nez dans son ensemble et rajouter un peu de volume sur le bord gauche du nez. Voilà donc le morphing réalisé. Ici. Ça, c'est filmé juste après l'injection. Pour préparer cette présentation, j'avais repris des photos. Et puis là, c'est au sortir du cabinet, elle s'est regardée dans la glace, elle a pris du temps, elle s'est appréciée. On voit dans ses yeux un grain de satisfaction. Elle hallucine un peu. Mais moi aussi, j'ai halluciné. Hein. Je vous dis franchement, c'est presque aussi jouissif pour elle que pour moi à faire. Voilà. Donc voilà le morphing avant-après, différents plans. Donc c'est des corrections relativement subtiles. Donc ici on voit que le bord du nez est plus rempli, et là c'est après. Alors aussi ce morphing va pouvoir s'appliquer à toutes les zones où on a besoin de créer du volume. Donc ici on avait un menton légèrement en retrait. On avait un angle de Paul Gawet qui était un peu plus ouvert. Donc on a décidé, pas uniquement de corriger la petite bosse sur le menton, de ne pas faire un nez trop droit, parce que ça aurait fait un nez qui se projette trop en avant. Et on a décidé de renforcer un petit peu le menton. Et donc après injection, on obtient ce résultat-là, qui pourra toujours s'améliorer. On laisse toujours un peu de temps, je fais toujours moins que plus. Je préfère, comme l'a très bien dit Jules Martin tout à l'heure, de rajouter du produit que de devoir attendre que ce produit sur les dents. Donc ce fameux angle Gawet qui est un petit peu rétréci. L'angle idéal c'est 10 degrés, là on était à peu près à 15. Donc conclusion, je dirais que le morphing manuel à la pâte c'est utile et quand même décisionnel, tant que pour le praticien. Que c'est un concept très économique mais qui nous engage en termes de résultats. Bien entendu, si vous faites du morphing, vous devez obtenir le résultat après avec l'acide hyaluronique. Le travail est délicat, mais justement le fait de pétrir vous-même la pâte et de l'appliquer vous-même préparera au geste esthétique à venir, et que cette technique est applicable à l'ensemble du visage partout où on a besoin d'une augmentation de volume. Merci à Gilles Dezay pour sa pâte.